L'objectif de cette rencontre-là, c'est de faire en sorte que se démarre dans la région de Trois-Rivières un groupe permanent qu'on va appeler le groupe de la simplicité volontaire de Trois-Rivières. Et je vous dis tout de suite, pour les personnes intéressées, il va y avoir une feuille tout à l'heure qui va circuler. Vous pouvez écrire votre nom pour les personnes qui veulent vraiment s'impliquer. Vous écrivez votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel. Et on va entrer en contact constamment. Et la prochaine rencontre, vous pouvez le prendre en note, c'est mardi le 20 janvier. Et c'est ce mardi le 20 janvier 2015 qu'on va sans doute constituer un comité de coordination pour que le groupe se rencontre régulièrement d'une manière constante et qu'il s'épanouisse et qu'il diffuse la philosophie de la simplicité volontaire, qui est, comme vous le savez sans doute, non pas une appellation contrôlée, mais au contraire une philosophie de vie personnelle, une philosophie de vie collective, une philosophie, une attitude en fait très relative, puisque tout un chacun, à sa manière, peut pratiquer la simplicité volontaire et ensemble, quand on va se rencontrer régulièrement, on va justement découvrir que le groupe peut avoir un objectif, des objectifs écologiques, bien entendu, des objectifs éthiques aussi, et des objectifs politiques. Parce que pratiquer la simplicité volontaire, ça a un sens. Ça a même plusieurs sens, mais ça en a un qui est très important, à mon sens, c'est que, ensemble, on peut faire en sorte que le système énergivore, le système actuel, les sociétés basées sur le système économique productiviste, qui est violent, qui est injuste, qui est inégal, on souhaiterait que ça se change, que ça se transforme, et c'est ensemble, quand on devient contagieux, qu'on peut arriver justement à agir sur l'ensemble de la société. Alors on est donc ici pour créer un groupe qui sera le groupe de la simplicité volontaire de la région de Trois-Rivières. Alors je vous présente donc là, à mes côtés M. Serge Mongeau, médecin, auteur, éditeur, le père de la simplicité volontaire au Québec. Il n'a pas fait que ça, il a même publié dans les années 70 des tomes de sexologie. Il a aussi fait de la prison en octobre 70. Je pense qu'il est assez connu. C'est M. Serge Mongeau ce soir qui va s'adresser à nous. Et après la pause, c'est-à-dire dans 45 minutes à peu près, vers 8h moins quart, on pourra échanger tous ensemble et on va se poser des questions. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Mongeau. Merci, Jacques. C'est impressionnant de voir tant de personnes intéressées à la simplicité volontaire. Ce que je veux faire, c'est pas une grande conférence, c'est un peu une mise en contexte pour aider à comprendre pourquoi ça pourrait être utile qu'on fonde un groupe de simplicité volontaire ici et ailleurs certainement. D'abord, qu'est-ce que c'est la simplicité volontaire? Je pense que la plupart d'entre vous le savez déjà et je n'élaborerai pas beaucoup, mais juste un petit rappel pour dire que c'est pas une secte, c'est pas la pauvreté, c'est pas l'ascèse, c'est pas la privation, c'est pas non plus un modèle unique. Il y a beaucoup de gens qui me rencontrent qui disent « Ah oui, je suis dans la simplicité volontaire, mais je suis pas comme vous, là. » D'abord, ils ne savent pas comment je suis exactement. Et je pense que la simplicité volontaire, on la vit chacun différemment. Parce que la simplicité volontaire, finalement, pour moi, c'est pas une recette, c'est pas une série de règles, c'est une philosophie de la vie, c'est finalement une volonté de répondre à ses vraies priorités. Et donc, il faut d'abord les identifier. Et donc, à ce moment-là, c'est une façon de s'épanouir, certainement, et une façon de choisir dans tout ce qui nous est offert
ce qui nous permet finalement de grandir et d'être de plus en plus humains. Et c'est ça qui est important. Choisir, ça veut dire qu'on laisse des choses de côté. Quand on vote pour quelqu'un, ben, on met de côté les autres candidats à ce moment-là. Quand on choisit, ben, il y a des choses à ce moment-là qu'on ne prend pas. Or, dans notre société, les gens choisissent de moins en moins parce que notre consommation nous est imposée de différentes façons, en particulier par la publicité, mais par la mode, par différentes choses qui font qu'on se sent pris dans un tournant, dans un torrent finalement de désirs, de souhaits qui n'ont jamais de fin et on consomme de plus en plus. La simplicité volontaire, ça permet de réduire sa consommation parce qu'on commence à choisir. Et si on réduit sa consommation, bien, première conséquence, on a moins besoin d'argent. Et si on a moins besoin d'argent, on a moins besoin de travailler. Et donc, on a plus de temps. Et on se rend compte aujourd'hui que cette volonté de consommer, de toujours consommer de plus en plus, qui n'est pas simplement due à nous autres, qui nous est imposée par la société. Regardez comment le phénomène d'obsolescence planifiée, de vieillissement planifié des objets, qui fait qu'on est obligé de les renouveler. Hein? Tu t'achètes un frigo aujourd'hui, s'il te dure 3-4 ans, ben, tu es chanceux, alors que il y a plusieurs années, bien, quand on achetait un frigo, c'était vraiment pour la vie. Mais les compagnies se sont rendues compte que s'ils font des trop bonnes choses, bien, ils n'en vendent pas beaucoup à un moment donné. Donc, ils se sont organisés pour que ça baisse constamment. Regardez ce qui se passe au niveau des ordinateurs, des téléphones, soi-disant intelligents, etc. Donc, si on travaille moins, bien, on récupère du temps. Parce que ce qui est caractéristique de notre société, c'est que de plus en plus, on est tous orientés, toute notre vie est prise par notre travail. On travaille d'abord de plus en plus longtemps. Je ne sais pas si vous le savez, mais 20% des Canadiens travaillent 50 heures ou plus par semaine. Et c'est une tendance qui s'en va en augmentant. De plus en plus de gens travaillent plus longtemps. On sait, on voit avec tous les instruments de communication modernes qu'on a, que la division entre travail et non-travail est de moins en moins claire. Vous avez un téléphone qui permet à votre patron de vous rejoindre n'importe quand dans la soirée. Ah, il y a telle petite chose à régler. Les gens sont proches de leur ordinateur tout le temps et donc vont continuer à régler des choses qu'ils n'avaient pas réglées au travail. Et finalement, on travaille aussi plus longtemps, mais aussi plus intensément. Parce qu'il faut, dans notre société, être productif. Il faut, à ce moment-là, que ça rapporte beaucoup à nos patrons. Et donc, on est de plus en plus surveillé. Et si on n'est pas efficace, bien, c'est la porte qui nous est indiquée. Donc, tout le monde se force pour être très efficace, pour être le plus productif possible. Ce qui fait que, finalement, notre vie se passe et est orientée vers le travail. Et le reste de ce qui peut importer dans nos vies, bien, justement, de moins en moins d'importance. On a moins de temps pour s'occuper de ses enfants. On a moins de temps pour s'occuper de sa santé, pour s'occuper de bien préparer à manger. On achète, on est de plus en plus pressé et on nous offre de plus en plus de choses qui sont là, soi-disant, pour nous faciliter la tâche, mais qui, en même temps, ont toujours des effets secondaires importants. La simplicité volontaire bien, nous permet, justement, de s'en sortir et de trouver du temps pour réfléchir, pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, qu'est-ce qui est vraiment important dans notre vie, pour pas qu'à la fin de notre vie, on se dise « Ah ben, est-ce que finalement j'ai réussi ma vie? Est-ce que c'est moi qui avais la plus grosse tondeuse de la rue, ou la plus belle automobile, ou la plus grande maison? » C'est pas ça qui fait que finalement, on donne un sens à sa vie. Un sens à sa vie. Nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de communiquer avec les autres, nous avons besoin de nous sentir utiles, nous avons besoin de sentir qu'on fait quelque chose pour les autres.
Et c'est ce qu'on fait de moins en moins parce que notre société fait de nous des individualistes forcenés pour qu'on consomme de plus en plus. Ça fait l'affaire du système quand un couple se sépare. Au lieu de vendre un frigidaire, on va vendre 2 frigidaires, ça va prendre 2 logements, etc., etc. Donc, c'est ça la simplicité volontaire. C'est pas compliqué. Il s'agit de réfléchir, de regarder dans ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Et à ce moment-là, de se contenter de ce qu'on a besoin et surtout de ce qui nous permet de nous épanouir. Ça, c'est la base. C'est du gros bon sens, la simplicité volontaire. J'ai tellement rencontré de gens qui m'ont dit « Moi, je fais ça depuis longtemps. Je ne savais pas si c'était de la simplicité volontaire, mais c'est parce que c'était des gens qui avaient du bon sens et qui, finalement, l'avaient réalisé dans leur vie. » Bon, je dois vous dire que ma réflexion sur la simplicité volontaire, elle a changé depuis le moment où j'ai écrit mon premier livre sur le sujet, en 1984. Quand j'ai publié ce livre-là, je m'occupais d'une collection qui portait sur la santé. Et c'était dans le cadre de cette collection-là, c'était pour la santé. Ce que je me rendais compte, la santé, c'est pas les médecins qui nous donnent ça. C'est pas finalement des pilules, c'est pas des règles strictes, c'est bien d'autres choses. Et finalement, ce que je constatais, c'est qu'on vivait de plus en plus loin des façons de vivre pour lesquelles nos organismes ont été faits. Hein, ça ne fait pas si longtemps qu'on était dans l'histoire humaine des chasseurs-cueilleurs qui devaient marcher beaucoup, se déplacer, qui mangeaient sobrement, qui des bouts de temps jeûnaient parce qu'ils ne trouvaient pas de quoi manger, qui vivaient dans des petites communautés qui n'étaient pas stressées, il n'y avait pas d'horloge, il n'y avait pas de travail de nuit, il n'y avait pas de téléphone, etc. Et donc, c'est des gens qui vivaient une vie simple. Et là, je me disais, bien, si on veut retrouver la santé, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faudrait qu'on aille, mais c'est évidemment pas en retournant dans le bois, en redevenant des chasseurs-cueilleurs, on serait trop nombreux pour nos bois. Et, je pense qu'on ne trouverait pas grand-chose finalement ici, en hiver, à des moments donnés. Donc, il fallait à ce moment-là voir comment on pourrait, dans notre société, finalement, répondre à nos besoins fondamentaux. Donc, par exemple, avoir moins de machines. Quand on a moins de machines, bien, on est plus obligé de travailler physiquement. Donc, manger plus sobrement, c'est des choses qui vont plus vers une alimentation qui répond à nos besoins et qui s'inonde pas de toutes sortes de choses pour lesquelles nos organismes n'ont pas été faits, etc. dans ce sens-là. Donc, vivre beaucoup moins stressé, vivre dans un environnement plus sain où on ne respire pas toutes sortes de cochonneries, effectivement, comme c'est le cas actuellement. Et donc, ma première version de la simplicité volontaire, c'était axé, oui, sur l'épanouissement personnel, mais en particulier sur la santé. Après ça, en 84, on ne se préoccupait pas beaucoup de l'environnement. Avec le temps, moi, je suis très impliqué socialement, et à ce moment-là, évidemment, la question de l'environnement a surgi de plus en plus importante. Et là, on s'est rendu compte que ce qui était en train de détruire notre environnement, c'est notre surconsommation et qu'il faudrait vraiment qu'on diminue notre consommation. Et justement, la simplicité volontaire, c'est ce qu'elle disait, diminuons notre consommation. Donc, ça répondait non pas juste à nos besoins de santé, ça répondait aux besoins de santé de la planète en même temps. Et donc, j'ai introduit cette dimension-là dans ma vision de la simplicité volontaire. Et même là, mon évolution continue dans notre société. Et ce qu'on regarde, c'est que si on consomme tant que ça, c'est qu'on est dans un système qui nous force à consommer. On est dans un système qui est fondé sur la croissance constamment de la consommation et pour la croissance de la production aussi. Et donc, on est en train, d'une part, d'épuiser nos ressources et nos ressources non renouvelables, et même les ressources renouvelables, on les épuise plus vite qu'elles se renouvellent. Et d'autre part, surtout, cette surconsommation fait qu'on jette plus de déchets dans la nature que la nature est capable d'en métaboliser. Et on voit ce qui se passe avec, par exemple, le CO2 dans l'air qui s'accumule et qui est en train
produire les gaz, l'effet de serre, le réchauffement de la planète, le bouleversement du climat, la montée des eaux, de la mer, les inondations, etc., etc. Et donc, finalement, ma réflexion m'amenait à penser que ben, si on veut finalement continuer à survivre en tant qu'espèce humaine, si on veut continuer aussi à s'épanouir, bien, il va falloir à ce moment-là qu'on change beaucoup de choses dans notre société. Et donc, la simplicité volontaire pourrait, et ça j'ai découvert ça avec le temps, je suis impliqué dans plusieurs mouvements, mouvement des villes en transition, le mouvement de la décroissance, la simplicité volontaire aussi, mais d'autres choses dans notre quartier, etc. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les gens sont de moins en moins disponibles pour, d'une part, réfléchir vraiment, développer leur propre pensée. On a le cerveau qui est lavé par la télévision, par une propagande vraiment immense, et on ne réfléchit plus tellement parce qu'on n'a plus le temps, justement. Et d'autre part, c'est que les gens sont tellement épuisés après leur semaine de travail que c'est beaucoup leur demander d'être comme ici ce soir, et j'admire ça beaucoup, que Jacques a réussi à mobiliser tant de gens, parce que finalement, les gens sont vannés à la fin de la journée, et tout ce qu'on a comme énergie, c'est de s'asseoir devant sa télévision et de se laisser finalement laver le cerveau par toutes sortes d'émissions qui nous amènent à consommer toujours plus. Et donc, pour moi, la simplicité volontaire, son importance est nouvelle. Une nouvelle importance de la simplicité volontaire, c'est de dégager du temps pour qu'on ait des gens qui commencent à prendre conscience de ce qui se passe dans notre société. Parce qu'on se rend compte que nos gouvernements ne veulent pas regarder les réalités en face. C'est très clair qu'on est à la fin d'une civilisation, qu'il y a des crises énormes qui s'en viennent, des crises financières, des crises sociales, il y a des gens, les inégalités continuent à grandir dans le monde, et il y a des gens qui ne l'acceptent plus, il va y avoir des révoltes. Et crise environnementale, bien, c'est clair que, par exemple, un jour, on va manquer de pétrole. En tout cas, on va manquer de pétrole à bas prix et ça va changer beaucoup de choses dans notre société. Et donc, à ce moment-là, il va falloir, c'est ça, nos gouvernements ne réalisent pas ces choses-là, ou s'ils le réalisent, ne veulent pas agir parce qu'ils agissent toujours, eux autres, à court terme. Qu'est-ce qui va nous permettre d'être réélus dans 3 ans, dans 4 ans? Et ils agissent aussi toujours en faveur de la classe la plus favorisée, parce que c'est elle qui leur permet de se faire aider, qui leur donne de l'argent, etc. Et donc, à ce moment-là, si on veut que des choses changent, il va falloir que ce soit des gens de la population, que ce soit nous qui nous prenions en main et qui commencions à agir. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est pour ça que je trouve que la simplicité volontaire devient de plus en plus importante, parce qu'on va être capable de dégager des gens qui soient disponibles pour agir. Moi, je regarde dans nos vies, à Diane et moi, où finalement on est des militants à plein temps depuis des années. Mais pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on n'est pas préoccupé de gagner de l'argent pour dépenser, pour acheter des choses. On a le minimum qui est bien suffisant, et on a du temps pour lire, pour s'informer ailleurs que dans les grands médias, et pour s'impliquer dans des mouvements, pour faire des pressions auprès de nos politiciens, pour finalement essayer d'amorcer le changement dont on a besoin. Et c'est ça qui est important dans la simplicité volontaire. Parce que il y a 2 tendances qu'on voit dans la simplicité volontaire. Il y a des gens qui disent, bon, moi, ce qui est important, c'est finalement d'avoir du temps pour vivre. Et des gens qui comprennent que par la simplicité volontaire, ben, ils sont capables de se dégager du temps, de s'isoler, de dire, je fais ma petite affaire. Moi, j'ai compris, j'embarque pas dans ce jeu de la surconsommation, de la compétition, d'avoir toujours plus. Moi, je me contente d'avoir peu, mais je prends le temps de vivre, je réfléchis, etc.
Mais si ça ne demeure qu'une réflexion individuelle, où on se tourne vers soi-même, où on va, oui, s'épanouir individuellement, mais en même temps, ben, le monde continue à se détériorer. Et ça aussi, ça va nous rejoindre de toute façon. Quand les désastres vont arriver, même si toi, tu as une petite vie assez tranquille, ben, toi aussi, la nourriture, elle va être rare, puis ça va être difficile de s'alimenter, etc. Et donc, à ce moment-là, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas la voie qu'on devrait prendre dans la simplicité volontaire. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on est quelques-uns à commencer à réfléchir et à comprendre que ce que ça nous a aidé, nous autres, la simplicité volontaire, ça nous a permis d'investir beaucoup de temps au niveau social, oui, avoir assez d'énergie pour participer à des rencontres de soir, des fois, oui. Avoir assez d'énergie pour s'occuper en même temps de notre maison, puis s'occuper aussi des groupes dans lesquels on s'implique. Et donc, à ce moment-là, ben, moi, ce que je souhaiterais, si vous faites un groupe sur la simplicité volontaire, on va pouvoir en parler ensemble après, c'est qu'on s'oriente vers ça. On s'oriente vers libérer de plus en plus de gens qui deviennent à ce moment-là des activistes, des militants dans notre société, parce que le changement, il ne viendra pas si ça ne vient pas de nous autres en bas. Il y a des gens qui continuent à espérer « Ah, on va avoir le grand soir, une révolution, puis après tout va changer ». Non, ça n'arrivera pas. C'est certainement pas par une révolution armée qu'on va prendre le pouvoir. C'est finalement en réorganisant notre société différemment. Bon, moi, le type de société dont on a besoin qui nous permettrait de vivre finalement, de continuer à vivre et sans épuiser la terre, c'est une société finalement qui, pour moi, reposerait sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est certainement à ce moment-là la justice sociale. Une société où il y a tellement d'inégalités comme on a dans nos sociétés actuellement, ça ne peut pas fonctionner. C'est clair qu'on crée de l'envie et à ce moment-là, c'est une société qui n'est pas tranquille, c'est une société où on n'est pas heureux parce qu'on aspire toujours à la même chose que les autres qui ont plus. Ça n'a pas de sens ce qu'on voit aujourd'hui. Quand le patron d'une entreprise gagne 400 fois plus que son employé le moins payé, c'est des différences énormes. Et quand on regarde aussi, c'est pas la même chose, c'est pas juste au niveau dans nos sociétés industrialisées. Quand on regarde les différences entre nos sociétés industrialisées puis beaucoup de pays du tiers-monde, c'est clair que les gens n'accepteront pas indéfiniment de savoir, parce qu'ils savent comment on vit, eux autres aussi, ils voient la télévision, ils savent comment on vit, et de voir que nous autres, on crève d'obésité, on crève de toutes les maladies, de trop consommer, alors qu'eux autres n'ont même pas de quoi nourrir leurs enfants, ça ne pourra pas continuer comme ça. Donc, une société, ça va prendre une société où il y a équité et égalité sociale, beaucoup moins de disparité sociale. Une deuxième chose, c'est une société où on va faire les choses localement au lieu de cette mondialisation qu'on nous a imposée et qui fait qu'actuellement, toutes les choses se promènent dans le monde et polluent parce qu'il faut des moteurs pour transporter les choses d'un bout à l'autre du monde. Ça n'a pas de sens. Et donc, à ce moment-là, faisons les choses localement au lieu de transporter ça d'un lieu à l'autre comme actuellement. Vous savez que, par exemple, en moyenne, chaque gramme de nourriture qu'on consomme a voyagé 2400 km. Ça n'a pas de sens. C'est pas juste là, des gens qui mangent juste des bananes, là, parce que même nos œufs au Québec, qui sont faits ils sont pondus en Abitibi, ils s'en viennent à une centrale, ils repartent de la centrale, ils retournent en Abitibi dans les magasins. Il va falloir qu'on revienne beaucoup plus au local, la production locale, consommation locale, etc. On est mieux d'apporter poules. Pardon? Ben oui. C'est ça. Troisième caractéristique de la société dont on a besoin, c'est de faire les choses collectivement au lieu d'individuellement comme actuellement. Avoir des services collectifs
qui nous permettent, par exemple, de nous déplacer sans avoir besoin chacun de son automobile, qui nous permettent, comme on a déjà des bibliothèques, d'avoir accès à tous les livres qu'on veut sans avoir besoin de tous les acheter, etc. Et une quatrième, c'est certainement, il va falloir que notre société soit plus sobre. Que oui, on laisse de côté des choses, parce qu'on se rend bien compte qu'à partir d'un certain niveau, ce qu'on rajoute de plus ne contribue absolument pas au bonheur des gens. C'est plus de préoccupations. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'avoir des maisons si grandes? Regardez ce qui se passe au Québec. Dans nos banlieues, les maisons sont de plus en plus grandes et les familles de plus en plus petites. Mais ça veut dire c'est des ressources qui s'utilisent, c'est beaucoup d'argent qu'il faut mettre là-dedans, etc. Puis le cinquième fondement de cette société, ben, c'est qu'on ait la vraie démocratie, c'est qu'on décide ensemble. Parce que, soyez certains d'une chose, c'est que la décroissance dans nos sociétés, elle s'en vient de toute façon. Et elle va arriver de deux façons. Ou bien elle va nous être imposée, ou bien on va la choisir. Et on est beaucoup mieux de la choisir, et donc on est bien mieux d'avoir des sociétés démocratiques où on discute. La démocratie, c'est pas de voter une fois par 4 ans, de voter pour blanc-bonnet ou bonnet-blanc. Hein? Parce que c'est ça qu'on nous présente comme choix électoral, finalement. C'est à peu près ça. Et donc, à ce moment-là, pendant 4 ans, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne suivent même pas les promesses qu'ils ont faites au début, etc. Mais la démocratie, c'est de prendre nos décisions ensemble, de construire ensemble cette société dont on a besoin, qui soit sur d'autres fondements que la surconsommation. Et c'est possible d'y arriver, mais c'est possible en autant qu'on est disponible justement pour le faire, pour en parler et pour réaliser des choses qui vont dans ce sens-là. Fait que donc, j'arrive à penser qu'il va falloir, si on veut que les choses changent, il va falloir qu'on donne des moyens aux gens de faire ces changements, qu'on donne finalement la possibilité aux gens de commencer à sortir du système capitaliste d'une certaine façon. Et c'est ça que la simplicité volontaire nous permet de faire. Elle nous donne notre liberté. Regardez comment, actuellement, là, les gens ne sont plus libres. 60%, je pense, des Canadiens, ou 80%, je me souviens plus du chiffre exact, seraient mal pris s'il n'y avait pas leur paye dans une semaine. Parce que ça veut dire que l'équilibre des familles, de la plupart des gens au Canada, est extrêmement fragile. Et à ce moment-là, c'est bien sûr que les gens sont obligés de continuer à travailler, sont obligés de faire des choses, d'obéir à des patrons pour faire des choses qu'ils n'aiment pas faire des fois. Ils ont perdu leur liberté. Alors que si on était plus libre, ben on est capable de dire, bon, écoute, tu me demandes quelque chose que je trouve qui est inacceptable, ben c'est bien valable, mais j'accepte pas de le faire et je te donne ma démission, je m'en vais ailleurs. Et je connais beaucoup de gens dans la simplicité volontaire qui ont fait ça, qui ont, à un moment donné, qui se sont rendus compte que leur emploi n'était pas compatible avec leurs valeurs et donc ils n'étaient pas heureux dans leur emploi et qui disent à un moment donné, ben je fais le saut, je suis habitué à vivre avec peu, je vais m'habituer à vivre avec moins pendant un bout de temps. Et quand je dis vivre avec peu, à part de ça, mais ça c'est une autre chose que j'ai notée au fil des ans. Les gens les plus riches que je connais dans notre société, pas riches au plan des valeurs, là, les plus riches en argent, ben, c'est les gens qui sont dans la simplicité volontaire. Parce que, finalement, avoir de l'argent en banque, avoir de l'argent de côté, c'est pas parce qu'on en gagne beaucoup, c'est qu'on ne dépense pas celle qu'on gagne. Et donc, si on en gagne moins, mais qu'on la met de côté à ce moment-là, on ne la dépense pas, ben, on l'accumule et ces gens-là se créent un coussin qui leur permet d'affronter des difficultés à un moment donné, ou comme le fait de changer d'emploi, ou même de laisser son emploi, et de dire, bon, ben écoute, moi je vais me débrouiller pour vivre autrement, je vais devenir travailleur autonome, ou je ne sais pas quoi. Bon, ben écoutez,
je lance le débat. C'est clair que... Pardon? On va être là pour la pause. Oui. OK. C'est clair que, écoutez, ça serait intéressant qu'il se forment des groupes sur la simplicité volontaire, qu'on puisse envisager les groupes de la simplicité volontaire, non pas juste comme des endroits où on va aller voir un grand sage comme Jacques et lui demander comment on fait ça, la simplicité volontaire, et qu'il nous dise, il nous donne des réflexions à faire ou n'importe quoi. Non, ne pas voir la simplicité volontaire comme une consommation de plus que ce qu'on a déjà actuellement, mais consommer à ce moment-là, non pas des biens matériels, mais consommer des conseils, consommer des réunions, des rencontres qui sont organisées par quelqu'un d'autre. Non, moi, ce que j'aimerais, c'est que la simplicité volontaire, ça devienne le moyen de libérer des gens du système, le moyen de faire qu'on a des gens qui sont capables de s'impliquer et qui vont aller dans leur communauté aider les affaires qui nous mènent vers le type de société qu'on veut avoir. Il y en a déjà de ces choses-là. Il y a, par exemple, l'agriculture urbaine qui se développe, les jardins collectifs communautaires. Il y a les accorderies ou les selles, un système d'échange de cours. Il y a différents mouvements, il y a différentes choses, et on peut en inventer d'autres. Il y a un mouvement qui s'appelle les villes en transition, qui est intéressant, où une population se prend en charge et commence à voir comment on peut sortir notre population de la dépendance au pétrole. Donc, il y a des choses intéressantes à faire, mais ça prend des gens pour s'impliquer dans ces mouvements-là. Et c'est ça qui me semble qui sera... Bon, je n'ai pas la formule encore, on est en train de réfléchir à ça, mais ça serait le fun que vous alliez dans ce sens-là. Et c'est très clair que d'avoir un groupe qui se rencontre régulièrement, qui réfléchit, bien, à plusieurs, on trouve bien mieux que quand on est juste un individu ou deux. On s'encourage et on va pouvoir à ce moment-là mettre sur pied. Moi, ce que je rêverais, c'est que dans quelques années, on ait... Je me demandais même s'il ne faudrait pas, à un moment donné, refonder une religion. On ne fera pas ça. On ne fondera pas une religion, mais qu'on ait finalement un groupe qui a des valeurs qui partagent et qui, à ce moment-là, échange et qui établit des stratégies ensemble, bien, c'est ça qui serait intéressant. Et s'il y en avait un groupe ici à Trois-Rivières, il y en a un à Québec actuellement, il y en a un qui est en train de se fonder en Outaouais, puis à Montréal, ça viendra bien un jour, là, mais il y en a déjà eu des groupes à Montréal, actuellement, il n'y en a pas. Mais si on s'en allait dans cette direction, c'est sûr qu'il faudrait en fonder un à Montréal, et ça se ferait bientôt. Et donc, à ce moment-là, qu'il y a des groupes un peu partout qui travaillent, qui communiquent entre eux autres, qui s'échangent finalement des trucs et qui se dynamisent mutuellement. Il me semble que ça serait une bonne chose. Bien, merci. Et je lance... Attends, ma blonde, elle veut dire quelques mots. Bien, c'est ça. Le réseau a été mis sur pied au printemps 2000, donc il a 14 ans. 14 ans, c'est un bel âge pour tout remettre en question, n'est-ce pas? Alors, je me souviens des débuts du réseau de la simplicité volontaire, où on était plusieurs en atelier lors des colloques, à se dire, bon, est-ce que j'ai trop de paires de souliers dans mon garde-robe? Est-ce que j'ai trop de meubles dans ma chambre à coucher? Puis là, c'était toujours moi et ma cohérence, moi et ma cohérence. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à trouver que ça ressemblait beaucoup à un alcoolique qui est devant le bar, puis qui dit, je vais pouvoir en prendre combien? Puis là, il tourne la bouteille, puis elle est bien belle, puis combien qu'il y a d'alcool dans celle-là? Au fond, quand on fait ça, là, le focus est encore du côté de la consommation. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'animais une rencontre avec des jeunes parents, enfin, des parents de jeunes enfants. J'ai toujours de la misère à dire ça comme il faut. En tout cas, et ils disaient, comment est-ce qu'on fait pour élever nos enfants en dehors de la consommation? Je dis, c'est pas possible. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, si vous leur donnez vraiment les outils de fond pour qu'ils se sentent bien dans leur peau et bien dans leur communauté, vous allez les rendre moins vulnérables
à la société de consommation. Il ne faut pas oublier que dans l'industrie, on emploie des psychologues pour nous déstabiliser. Hein? Et ça marche vraiment beaucoup. Alors, au fond, la vie est très simple. Hein? Ce qu'on veut dans la vie, c'est aimer puis être considéré par les gens qu'on a aimés. Hein? C'est ça, c'est notre communauté. On veut être bien dedans en donnant, puis on veut être reconnu pour ce qu'on apporte à cette communauté. Alors, depuis ce temps-là, pour moi, la réflexion de la simplicité volontaire, c'est ensemble. J'ai arrêté de me dire, est-ce que Diane a ce qu'il faut et pas plus dans sa maison pour être une personne simplicitaire? Non, vous savez, la ligne comme ça, le moi. Mais non, la ligne qui est importante, c'est l'horizontale. C'est nous, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Hein? Simplicité volontaire. C'est pas si simple que ça, puis c'est de moins en moins volontaire parce qu'on s'en va dans une société de perte d'acquis dans toutes sortes de domaines. On a juste à lire les journaux pour voir comment est-ce que c'est difficile. Juste pour terminer, ce que je voulais dire, je pense, on approche de Noël, il n'y a pas seulement les enfants qui croient au Père Noël. À chaque fois que nous autres, on dit, ils vont faire ça, puis ils vont faire ça, puis on va avoir un bon système de santé, mais je n'ai pas besoin de m'en occuper. Puis on va avoir une belle démocratie, mais je n'irai pas voter. On va avoir des bonnes écoles qui vont enseigner des bonnes affaires à nos enfants. Moi, c'est trop compliqué d'aller à ces réunions-là de parents. J'irai pas, puis j'irai pas voter. Bien ça s'appelle croire au Père Noël. Alors, finalement, je pense que la meilleure façon de contrer la consommation, c'est se donner des assises communautaires très fortes. Quand je dis communautaire, ce n'est pas nécessairement retourner aux religions serrées. Communauté veut dire vivre ensemble. Alors, on a notre communauté familiale, la petite famille d'origine, la famille qu'on a créée, la famille élargie, nos voisins, notre petit village, notre quartier, nos amis associatifs, les gens avec qui on fait du bénévolat, nos camarades de travail, nos gens d'infortune, parce qu'on est devenus des tamalous. Vous connaissez la blague? Oui. Bon, OK, merci. Alors c'est tout ça. Nos communautés s'imbriquent les unes dans les autres. Si on met le focus sur construire comme il faut nos liens avec notre communauté, on va arrêter. On n'aura plus de temps pour aller magasiner et acheter des niaiseries. Notre petit cœur ne sera pas tout vide, il va être tout plein. Voilà.